merci beaucoup pour l'invitation et l'organisation, c'est vraiment super. Je suis très content d'être parmi vous pour vous présenter quelque chose d'un peu particulier. C'est comment on peut voir l'enseignement supérieur et la recherche quand on est un informaticien, c'est-à-dire qu'on a un peu du mal à comprendre les humains, mais on est très très à l'aise avec les données. Donc c'est ce que je vais vous montrer, c'est cette vision-là un peu déshumanisée qu'on peut avoir quand on se plonge dans les données. Donc la méthode que j'applique en général quand je me lance dans un problème, donc là le problème c'est est-ce qu'on peut mesurer la précarité au travers des données ouvertes, c'est que je vais voir les données qui sont publiées par le ministère, je les travaille, je les fouille un petit peu à la main, je fais quelques représentations, à partir de là je construis mes propres indicateurs pour voir comment ils évaluent au travers du temps. Et enfin, je les compare aux indicateurs officiels qui sont utilisés par l'État et le ministère pour suivre l'évolution de notre système. Et comme ça, voilà, ça me donne une vision un petit peu qui va être d'une part la mienne et d'une part celle que l'État peut avoir sur nos universités. Donc un avertissement général quand même sur le travail sur les données. Donc, la source principale de mes données, c'est le SCIES, qui est le service d'information et d'études statistiques du ministère, qui met plein de données en ligne et qui fait un super boulot, c'est vraiment bien. Donc, vous allez pouvoir trouver toutes leurs données sur data-enseignement-sup.recherche.fr. Cette présentation, elle est disponible sur mon GitHub, GitHub sur Julien Gossa, dans le dépôt présentation. Si vous cliquez sur précarité, vous avez toutes les données et tous les graphiques, donc ne vous embêtez pas à photographier les planches, vous aurez des choses bien mieux par là-bas. Alors, à chaque fois qu'on travaille les données, il y a toujours systématiquement des risques d'erreurs, des erreurs dans les données, des erreurs techniques ou des erreurs d'interprétation de ces données, des erreurs dans les traitements. Donc tout ce que je vais vous montrer, c'est sujet à caution. Méfiez-vous vraiment de tout ce que je dis, il y a probablement des choses assez fausses à l'intérieur. Et même si je ne me trompe pas, ça reste quand même des données, on est en train de résumer tout un système, puis des évolutions très longues, et puis plein de gens par quelques indicateurs. C'est vraiment le petit bout de la lorgnette. Quand on parle de la précarité, c'est encore plus dur, parce que la précarité, bon, déjà on a du mal à la définir, c'est-à-dire que là ce qu'on va pouvoir faire dans les données, c'est regarder les statuts et les contrats des personnels, mais si on prend les contractuels dans les universités, c'est là où on va trouver les gens les plus précaires, les plus mal payés, puis c'est là où on va trouver aussi les gens qui sont le plus payés dans les universités. Ce sont des contractuels qui ont les plus grosses payes. Donc c'est assez difficile pour ça, c'est-à-dire que définir la précarité, c'est pas évident, et la définir au travers des données, c'est encore plus pas évident. Et puis surtout, on est aux frontières des connaissances de l'administration. L'administration connaît très bien chaque fonctionnaire, elle a la date d'entrée, son âge, combien elle est payée, etc. Les contractuels, c'est déjà un effort supplémentaire pour arriver à les connaître, parce que ça c'est fait dans les établissements et pas au niveau du ministère. Et puis les vacataires, là, on les connaît plus du tout. Alors, on a quelques chiffres sur les vacataires qui seraient environ 100 000. En fait, c'est une extrapolation à partir d'un coup de sonde qui a été fait dans les universités, mais vraiment un peu à l'arrache. On n'a absolument pas un décompte précis du nombre de vacataires. Donc là, on est vraiment à la frontière de ce qu'on sait faire au niveau des administrations. Et bien sûr, quand on parle de précarité, c'est très instable. Alors, les fonctionnaires, on est quand même là pour une bonne partie de notre vie. Les contractuels, ça va, ça vient, ça peut s'arrêter à des dates qu'on ne connaît pas, et puis il peut y avoir des changements de statut, et puis qu'est-ce que c'est un contrat doctoral aujourd'hui? C'est pas la même chose qu'il y a 15 ans. Donc comment on fait pour représenter ça dans les données? C'est pas évident. Donc ce que je vais vous présenter, c'est pas du tout la réalité, mais c'est la réalité qui peut être perçue par une technobureaucratie. Donc c'est vraiment ça qu'il faut que vous gardiez en tête. Et il y a donc de nombreux angles morts et aveuglements. À partir de là, on va se plonger directement dans des tonnes de données. Donc la première donnée ici, vous avez l'ensemble des personnels des ONR, c'est-à-dire les organisations nationales de recherche, CNRS, INSERM, CEA, etc. En rouge, en haut, vous avez ce qu'on appelle les non-permanents, et en bleu, vous avez les permanents en bas. Donc vous voyez, on a environ 80 000 personnels dans ces ONR. C'est l'évolution de 2014 à 2020. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a en gros un quart de personnel non permanent et 3 quarts de personnel permanent. Donc toujours quand on regarde de loin ces données, on voit très mal les évolutions. En fait, là, il y a des évolutions, mais elles se voient très mal parce que c'est des très gros chiffres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer tout de suite sur ces évolutions en valeur 100. Donc ce qu'on appelle la valeur 100, c'est qu'on considère
qu'en 2014, ça descend, et puis on regarde comment ça évolue au cours du temps. Et donc là, vous voyez que, donc c'est en ETPT, en équivalent de temps plein travaillé, de 2014 à 2020, c'est relativement stable. Ici, au niveau des non-permanents, on a eu, ça a servi visiblement de variable d'ajustement de 2014 à 2016, et puis ça a repris un petit peu le dessus, et là, au niveau de l'évolution, c'est repassé devant les permanents. Donc on a une petite, voilà, c'est une petite vision de la politique qu'on a pu avoir dans ces OM. Alors, évidemment, c'est un chiffre extrêmement synthétique. En réalité, si on va un petit peu plus loin, donc là, vous avez par opérateur, on dit, donc vous avez par exemple l'INRIA. L'INRIA, on est à un taux de permanence, c'est un taux de titularité quelque part, qui est autour de 50%. Donc à l'INRIA, on a la moitié des gens qui sont permanents, puis la moitié des gens qui ne le sont pas. Au CNES, donc le CNES et ONERA, c'est l'aérospatial, là on est plutôt au-dessus de 85%, presque autour de 90%. Vous voyez, une énorme disparité quand même entre opérateurs au niveau de la permanence des agents. Et le CNRS, qui est quand même celui qu'on connaît le plus, est autour de 75%, donc un quart de non-permanents. Alors maintenant, on va regarder les mêmes chiffres, mais sous l'angle des statuts. Et ce qu'on découvre à cet endroit-là, donc évidemment les gros corps, donc vous avez les barres pour 2020 et les points pour 2014, ce qui permet de voir un petit peu l'évolution. Donc évidemment, le gros du paquet, c'est les titulaires, tout en haut. Et juste après, on a les CDI. Donc vous voyez que les CDI, dans le jeu de données du CNRS, sont dans les permanents. On n'est pas en train de parler de fonctionnaires versus contractuels, on est en train de vraiment parler de permanents par non-permanents. Et juste après, derrière, on a les autres CDD hors chercheurs, les CDD de personnel administratif, puis les contrats doctoraux, les CDD de chercheurs, donc probablement pas mal de postdoc, et puis tout le reste, les stagiaires, les titulaires qui viennent d'ailleurs, etc., etc. Maintenant, on va faire la même analyse pour les personnels BIATS des universités. Alors, dans les personnels BIATS des universités, on ne va pas parler de permanents et de non-permanents, on va parler des titulaires et des non-titulaires. Donc là, vous voyez, pour chaque jeu de données, on a une colonne qui va nous indiquer une indication de est-ce qu'on est fonctionnaire, pas fonctionnaire, est-ce qu'on est précaire ou pas précaire, mais la définition de cette colonne change d'un jeu de données à l'autre. Donc ce qu'on constate chez les personnels BIAT, c'est qu'on est autour de 80 000 personnels, on est monté à pratiquement 90 000 personnels en 2020, et on est à 40% de non-titulaires et 60% de titulaires. Si on va voir l'évolution en valeur 100, vous voyez, elle est très différente de celle des ONR. On a des titulaires qui stagnent, voire qui augmentent un petit peu légèrement, et puis des non-titulaires qui augmentent de 12% en tout, de 2015 à 2020. Donc là, une claire politique de stabilité des personnels BIATS titulaires et d'augmentation des BIATS non-titulaires. On va pouvoir aller voir encore la diversité de ces politiques. Alors là, on va les regarder par type d'établissement. Donc ce que vous avez en haut, c'est les ICIT. Première ligne, ça va être les universités ICIT. Ensuite, nous avons les universités IDEX et les universités tout court. Puis après, les regroupements, les écoles d'ingénieurs et tous les autres établissements. Chaque point est un établissement de l'ESR. Et ce que vous avez derrière, c'est un violon qui permet de voir un petit peu la distribution de l'établissement. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les IDEX et les ICIT sont plutôt dans le bas du panier par rapport à toutes les universités, mais elles ne s'en détachent pas non plus. D'accord ? Donc ce qu'on pouvait attendre un petit peu de ces politiques IDEX, c'est qu'on se lance dans la contractualisation, donc on utilise la manne financière pour titulariser à fond. Il n'y a pas de détachement des établissements d'excellence par rapport aux autres. On reste dans le même ordre d'idées de la titularité, qui quand même, au niveau des universités, ça peut varier de, en gros, 40% à 80%. Donc, une énorme disparité quand même dans les taux de titularité BIAT selon les établissements. Alors, évidemment, les regroupements, c'est-à-dire les communes, là, il y a très très peu de titularité. Les écoles d'ingénieurs, ça va de 20% à 100% de taux de titularité, donc énormément de diversité. Et les autres établissements aussi, on a beaucoup de différences entre établissements. Maintenant, nous allons regarder les enseignants et enseignants-chercheurs. Donc cette fois-ci, on ne va pas parler de titulaires et de non-titulaires, de permanents et de non-permanents, on va parler de titulaires d'un côté et de non-permanents de l'autre. Donc là, c'est encore une autre façon de voir les choses. Donc on est autour de 100 000 enseignants, enseignants-chercheurs à l'heure actuelle.
Et on a en gros 28% de non-titulaires et 72%. Si on regarde en valeur 100, on a encore un profil tout à fait différent, puisque là, vous voyez, cette fois-ci, les titulaires baissent. Hein. On a une baisse d'environ 2% du nombre d'enseignants et enseignants-chercheurs titulaires. Et par contre, on a une augmentation spectaculaire de 15% des non-titulaires sur la période. Une véritable explosion des personnels non titulaires pour l'enseignement et la recherche. Cependant, on y reviendra peut-être tout à l'heure, cette explosion des non-titulaires pourrait bien cacher une forme de déprécarisation. Donc méfiez-vous de cette courbe-là. Il y a clairement plus de contractualisation, mais parfois, dans certains cas, cette contractualisation peut être une forme de déprécarisation. On pourra en rediscuter. Là encore plus de disparités que pour les personnels administratifs. Donc on a encore les ICIT, les IDEX, les universités et assimilés. Encore une fois, les ICIT et les IDEX ne se séparent pas franchement des autres établissements. Et par contre, voilà, si on prend les écoles d'ingénieurs et les autres établissements, on a les autres établissements partent quasiment de taux de titularité de 0 pour arriver à un taux de titularité quasiment de 100%. Donc vraiment des politiques très différentes d'un établissement à l'autre. Et même au sein des universités, hein, on voit qu'on commence à passer de 40% à 85%. C'est que quand même on a des politiques d'établissement très différentes. Alors ici, une petite carte qui permet de resituer quelque chose d'assez intéressant. Donc en horizontal, on a les taux de titularité pour les enseignants et en vertical, les taux de titularité pour les personnels GIATS. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on n'a pas quelque chose de parfaitement linéaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas un établissement qui aurait des politiques soit de contractualisation, soit de titularisation, mais on a des politiques diverses, avec certains qui vont plutôt contractualiser du côté des BIATS, mais titulariser du côté des enseignants, d'autres qui vont plutôt titulariser les BIATS et puis contractualiser les enseignants. Vous voyez, très divers, hein, selon les établissements, leur type, et puis les politiques locales. On a des endroits, si vous prenez par exemple l'UT2, on est à 80% de taux de titularité chez les BIATS et autour de 70% chez les enseignants-chercheurs. Si vous prenez Centrale Lyon, on est à 70% de titularité chez les BIATS et quasiment 100% chez les enseignants-chercheurs. Beaucoup de diversité dans le paysage. Bon, maintenant qu'on a commencé à mettre les mains un petit peu dans ces données et ces représentations, au niveau des personnels et des statuts, il y a une autre façon d'aller voir, peut-être plus précise, d'aller voir le développement de la précarité dans les établissements, qui sont les heures d'enseignement. Donc là, on ne va plus regarder tant la précarité des gens, mais on va regarder la précarité des missions au niveau des établissements. Donc ça, ce n'est pas des données ouvertes, hein, c'est des données qu'il faut aller gratter à la main dans les bilans sociaux, les rapports sociaux uniques, hein, donc il faut aller ouvrir des gros PDF, aller chercher au bon endroit et puis copier-coller les données à la main. Donc, je n'ai pas vu faire ça pour toutes les universités et je vais me concentrer sur l'université de Strasbourg, mais pour les autres établissements que j'ai regardés, on constate à peu près la même chose. Et ce qu'on constate sur ces heures d'enseignement, c'est qu'on a un peu plus de la moitié, donc là 55%, qui sont des heures dans le service. Donc c'est les personnels, enseignants-chercheurs, prac, second degré, qui font leur service d'enseignement, donc on est un peu plus de la moitié. Et puis ensuite, on a environ 20% de ces heures qui sont faites en service complémentaire, donc c'est les heures conf des titulaires. 20%, ça n'est pas rien. Et on a environ un quart qui sont faits par les vacataires, donc des personnels extérieurs qui sont payés à l'heure pour venir faire, alors extérieur ou pas forcément extérieur, ça peut être des doctorants sur place qui font leurs heures de vacation, qui sont environ un quart des heures. Et si on fait ça, donc là vous avez l'évolution de 2010 à 2020 pour l'Université de Strasbourg, et on est en train de parler d'un total de 600 000 heures. Comme vous voyez, c'est quand même assez massif en termes d'offres pédagogiques. Maintenant, si on regarde en valeur 100, on a quelque chose de tout à fait intéressant qui va nous raconter vraiment une politique, la politique de l'Université de Strasbourg en termes d'enseignement. Donc vous avez trois courbes. La première courbe, c'est celle des services. Donc vous voyez, là, ça stagne, voire ça descend un petit peu. On a perdu 5% en termes d'heures de service, simplement parce qu'on a baissé le nombre d'enseignants-chercheurs titulaires.
On a les vacations qui, dans un premier temps, baissent jusqu'à 2013, et puis qui remontent, mais qui remontent timidement. Et puis ici, on a les heures complémentaires, vous voyez, qui arrivent en 2013 et qui rebondissent pour monter à plus 20% entre 2010 et 2020, donc plus 20% en 10 ans. Ça fait plus 40% entre 2013 et 2020, une véritable politique d'orientation de l'enseignement à l'Université de Strasbourg. Alors en fait, là, ce qu'il faut lire, c'est tout simplement que dès la fusion en 2009, on s'est mis à réduire l'offre de formation, c'est-à-dire à limiter le nombre d'heures, à fusionner les cours, mutualiser, etc., tout simplement parce que ça coûte moins cher, parce que nous sommes une université excellente de rang mondial en recherche. Mais pour financer cette recherche, il faut bien rationaliser par ailleurs, et donc on a rationalisé l'enseignement. Donc ça, c'est la première vague que vous voyez là où ça baisse. On supprime à la fois les heures de vacation et puis les heures complémentaires. Et puis à un moment donné où on arrive à l'os, c'est-à-dire qu'on arrive au moment où on ne peut plus supprimer des heures, et puis par contre on se prend la démographie, parce que les gens ont fait des enfants. Donc le nombre d'étudiants augmente, donc le nombre d'étudiants augmente, le nombre d'heures augmente, et puis là, qu'est-ce qu'on va augmenter? On va augmenter les heures complémentaires des titulaires, ce qui est quelque chose d'extrêmement malin, parce que ce sont les heures les moins chères. Alors c'est les moins chères parce que c'est 40 € de l'heure, et que selon les gouvernements, elles sont déchargées. Donc pour les vacataires, ça va être 50 € de l'heure parce que vous avez 10 € de charge. Pour les permanents, c'est 40 € du coup. C'est encore moins cher. Et en plus de ça, les vacataires, on le sait, c'est compliqué à recruter, puis ils partent d'une année sur l'autre, etc. Alors que les heures complémentaires des titulaires, voilà, ça reste dans la maison. Donc c'est vraiment un très beau développement politique qui permet de rationaliser le coût de l'offre de formation. Tout ça nous amène à quelques considérations budgétaires, managériales, sur la gestion de nos universités. Donc ici, ce que vous avez, c'est le budget de tous les établissements de l'enseignement supérieur tels qu'ils sont vus au travers des données ouvertes. Donc là, ça retrace quand même l'utilisation de 15 milliards d'euros. Donc ça n'est pas rien. Et quand on regarde ces 15 milliards d'euros qui sont utilisés par les établissements pour faire leur mission, on a environ 80% en moyenne sur toute cette période qui sont de la subvention pour charge de services publics. Donc ça, c'est ce que donne l'État aux établissements pour qu'ils fassent leur mission de service public, tout bêtement. Et ce que nous avons en haut, c'est les ressources propres. Donc ça, c'est ce que les établissements ont réussi à capter par eux-mêmes pour faire soit une mission de service public, soit éventuellement autre chose. Donc ça va être les frais d'inscription des étudiants, les contrats de recherche, le PIA, les ANR, etc. Donc c'est tout ce qu'on a récupéré par nous-mêmes. Et on a ce principe, ce grand principe de la LOLF, qui est la fongibilité asymétrique. Donc la fongibilité asymétrique dit qu'on peut utiliser la subvention pour charge de service public, le CSP, là c'est 80%, pour faire ce qu'on veut, y compris payer des contractuels et des vacataires ou acheter du matériel pour construire des bâtiments. Par contre, on ne peut pas utiliser les ressources propres pour payer des fonctionnaires. Vous voyez, on peut basculer d'un côté, mais on ne peut pas basculer de l'autre. Si on regarde l'évolution en valeur 100, vous voyez que la subvention pour charge de service public augmente de 10% de 2014 à 2020. Par contre, les ressources propres, elles augmentent de 40%. Une véritable explosion de ces ressources propres qui ne permettent pas de payer les fonctionnaires. Alors si on compare, méfiez-vous, hein, ça c'est une fraude, ce graphique, mais il est quand même explicite, c'est-à-dire qu'il permet de voir que, au fur et à mesure qu'on a le taux de subvention pour charge de service public, c'est-à-dire le ratio entre les subventions que nous donne le ministère pour travailler et sur l'ensemble de notre budget, donc on a une baisse de ce taux de subvention pour charge de service public qui suit assez bien la baisse du taux de titularité. Alors on voit bien que par un indicateur financier, on arrive à retrouver un indicateur RH. Moins on a de subvention pour charge de service public, au moins on va prendre des fonctionnaires. Alors évidemment, là encore, vous avez tous les établissements de l'enseignement supérieur, le taux de titularité en vertical, le taux de subvention de charge de service public en horizontal, et il y a une très très grande diversité, donc plein de politiques d'établissement extrêmement différentes. Et puis des politiques assez anciennes. Ce que vous avez là, dans ce bloc-là, c'est essentiellement les IEP. Donc ça, c'est pas le passage au RCE qui a modifié ces politiques-là, c'est juste que c'est les établissements qui sont construits comme ça. Et ici, tout un gros bloc avec les universités, mais voilà, énormément de différences d'une université à l'autre. Pour avoir été très longtemps dans les conseils de l'Université de Strasbourg,
on peut tout à fait avoir énormément de ressources propres et continuer à titulariser les gens. Il y a une politique de détitularisation consciente. Donc on va regarder deux cas pour cette histoire de subvention pour charge de service public. Donc là, vous avez la CSP par étudiant à l'Université d'Avignon et à l'Université de Strasbourg, à gauche Avignon, à droite Strasbourg. Vous voyez qu'à Avignon, on est passé de 6 500 € par étudiant à 7 300 € par étudiant. Pendant ce temps, à l'Université de Strasbourg, on passait de 7 700 € à 6 400 € sur la même période, de 2010 à 2019. Donc, on peut avoir une vision un peu universitaire, en tout cas, l'Université d'Avignon s'est quand même bien mieux battue pour obtenir des budgets du ministère, là où l'Université de Strasbourg a visiblement perdu du terrain, reculé sur cette histoire de service public. Mais on peut le regarder dans l'autre sens. Vous voyez, c'est les mêmes courbes, simplement en miroir. Ici, ce qu'on a, c'est le nombre d'étudiants qu'on arrive à former par million d'euros de charges de service public. Donc l'Université d'Avignon, elle est arrivée à former environ 153 étudiants par million d'euros, et puis maintenant, elle arrive à en former plus que 138. Alors que nous, à l'Université de Strasbourg, on arrive à en former 132, et puis aujourd'hui, on arrive à en former 156. Donc ça veut dire que notre productivité à l'Université de Strasbourg a explosé. Donc si, moi, manager public, je dois récompenser un président d'université, ce ne sera peut-être pas celui d'Avignon, ce sera peut-être celui de l'Université de Strasbourg qui, quand même, a montré une véritable croissance dans sa productivité de service public. Donc maintenant, on va confronter tout ça aux indicateurs officiels de l'État. Donc les indicateurs officiels de l'État, c'est le taux de rémunération des permanents. Interprétation, un ratio élevé à un indicateur de rigidité. Donc au plus vous rémunérez les permanents, au plus vous êtes rigide, et plus vous vous rapprochez de 100%, moins l'établissement dispose de marge de manœuvre. Ensuite, on a le taux de ressources propres sur produit encaissable, donc c'est ce que j'ai montré, le taux de CSP. Interprétation, degré de dépendance de l'établissement aux subventions de charges de service public par l'État. Donc vous voyez, la dépendance, c'est pas très bien. Et ensuite, on a les charges de personnel sur produit encaissable, donc combien vous dépensez en masse salariale. Et l'interprétation officielle, c'est le poids relatif des charges de personnel dans les ressources encaissables, ainsi que son évolution. C'est significatif, et plus le ratio augmente, moins l'établissement dispose de marge de manœuvre. Donc si vous regardez les indicateurs officiels de l'État, il ne faut pas payer trop de personnel, il ne faut surtout pas qu'il soit titulaire, et puis il ne faut pas trop s'appuyer sur les budgets distribués par le ministère. Et ici, vous avez des indicateurs, ça c'est les indicateurs officiels des tableaux de bord financiers. En orange, c'est attention, ça commence à pas être bien. Et en rouge, c'est là, c'est pas bien du tout. Là, il faut corriger votre politique. Et je vous laisse deviner d'Avignon et de Strasbourg lequel est le tableau avec plein d'alertes rouges. C'est évidemment Avignon. Et lequel est évidemment sans aucune alerte et tout va bien. C'est évidemment Strasbourg. Ici, vous avez tout. Donc voilà, je termine là-dessus. C'est difficile de qualifier la précarité. Il y a énormément de diversité dans les établissements, dans leur politique, et puis selon leur statut et leur mission. On a quand même trois profils très différents entre les ONR qui baissent sur tous les personnels, les BIAT qui augmentent plutôt sur tous les personnels, mais évidemment surtout sur les contractuels, et les enseignants-chercheurs qui baissent sur les titulaires et qui augmentent sur les contractuels. Du point de vue managérial, on n'a pas de précarité. C'est pas de la précarité, c'est de la souplesse et des marges de manœuvre. D'accord ? Donc, au mieux, c'est des dégâts collatéraux qui sont évidemment encouragés par ces outils techno-bureaucratiques qui consistent à regarder les choses non pas sous le prisme des humains, mais sous le prisme des finances et éventuellement de la masse salariale. Bon, après, par-dessus, on va quand même rajouter, je termine en 5 secondes, c'est qu'il y a un point de vue politique et stratégique là derrière, c'est que la précarité est plutôt bonne pour la recherche, nous a dit un directeur général de la recherche et de l'innovation, c'est-à-dire que quand vous êtes président d'université, vous n'avez que des fonctionnaires, ils vont faire ce qu'ils veulent, d'accord ? Et ça va être très 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 dur pour développer votre stratégie. Alors qu'effectivement, si vous avez une bonne masse de contractuels au milieu, si vous décidez de réorienter votre stratégie d'établissement, par exemple vers la chimie quantique, vous pouvez très rapidement vous débarrasser de tous les contractuels qui ne sont pas dans ce domaine-là pour recruter des gens qui vont être dans ce domaine-là et vous lancer dans une nouvelle stratégie. Donc l'agilité des établissements repose quand même
sur une réalité qui est montrée par ces indicateurs-là. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.